l'islam hier, demain. Chers auditeurs, Ramadan Mubarak wa Maqboul Inch'Allah, nous reprenons notre propos au sujet de la fitna, la grande querelle entre les musulmans qui va donner lieu à la naissance des communautés musulmanes, des trois grandes communautés musulmanes que nous connaissons sous les noms de chiites, sunnites et kharijites. Je vous ai expliqué, pour ceux d'entre vous qui étaient là la dernière fois, l'importance du sens du mot kharijite. Ce ne sont pas des musulmans qui ont quitté l'islam, pas du tout. Ce sont des gens qui ont lutté avec Ali jusqu'au moment où Ali a accepté l'arbitrage. Maintenant, je vous avais promis de vous expliquer la dimension sociologique, anthropologique et politique de la fitna al-kubra. L'islam n'a pas aboli les forces sociales et les structures sociales de l'Arabie, comme de tout le Proche-Orient et comme de toutes les sociétés où l'islam va se répandre après 632, qui étaient, rappelons-le, des structures tribales. Et ce qui détermine les solidarités sociales et politiques, c'est le nasab. Un nasab. Alors il y a deux mots qu'il faut retenir ici. Al-nasab ou al-hasab. Al-nasab, c'est la généalogie que chaque membre d'une tribu mémorise pour se situer dans une lignée à l'intérieur de la tribu. C'est pour cela que dans les isnad, on dit, ou dans les noms arabes en général, Muhammad ibn Omar ibn Ali ibn Abdullah, par exemple. Ibn. C'est la chaîne généalogique pour se situer socialement dans un clan et dans une grande famille patriarcale. Car c'est par là que se déterminent les options à la fois sociales et politiques des membres de la tribu. Et dans la fitna al-kubra, les acteurs de cette querelle ne portent pas dans leur tête uniquement des références à l'islam, qui est une nouvelle religion. Et cette nouvelle religion a enseigné justement la nécessité de substituer aux critères du sang pour déterminer les solidarités le critère de l'appartenance religieuse spirituelle. Innama akramukum indallahi atqakum. Ça, c'est un verset qui s'inscrit dans la société arabe tribale, dans les structures sociales tribales qui règlent les liens sociaux, qui règlent soit les alliances, soit les conflits qui durent des années et des années entre des clans, entre des tribus, entre des familles patriarcales. Alors, l'idée importante qu'il ne faut pas perdre de vue, et qui, j'insiste parce qu'elle a été perdue de vue. Quand on dit que Ali s'oppose à Muawiyah, on laisse croire que cette opposition n'a pour objet et pour critère que la religion, l'islam, la nouvelle religion. Non, au-dessous de ce critère, si je puis dire, car l'islam est en train de recouvrir, avec son éthique nouvelle, ces critères nouveaux pour créer des liens sociaux dans la nouvelle société musulmane. Il va recouvrir les enjeux tribaux et les options tribales qu'Ibn Khaldoun au XIVe siècle, c'est-à-dire 7 siècles après 661, Ibn Khaldoun va mettre au centre de son analyse des sociétés arabes et berbères
en Afrique du Nord, le nasab, la généalogie, sur laquelle repose ce qu'il appelle, Ibn Khaldoun, l'asabiyya. Asab, c'est les nerfs. L'asabiyya, c'est le réseau nerveux de notre corps. L'enchevêtrement des nerfs dans notre corps. C'est une belle image pour faire comprendre les forces sociales qui agissent à l'intérieur des sociétés tribales, que les anthropologues appellent des sociétés segmentaires, c'est-à-dire elles sont divisées en segments sociaux, unités sociales plus ou moins larges. Voilà pourquoi, par exemple pour les Kharijites, ils appartiennent à certaines tribus qui sont différentes dans l'échiquier des tribus de l'Arabie, de celles qui vont avec Ali, Banu Hashim, les Quraysh. De même, les chiites ont des liens avec d'autres tribus, et ces tribus qui vont s'installer à Koufa, qui vont s'installer à Basra, qui sont les deux premières grandes villes conquises déjà en 636 au temps de Omar ibn al-Khattab, eh bien, dans Basra et Koufa, nous allons trouver un creuset nouveau, urbain, où des liens tribaux et des alliances tribales vont se tisser, et ces alliances vont commander la conquête et l'exercice du pouvoir pendant toute la dynastie omeyyade. Et les Omeyyades étant des Banu Sufyan, la continuité de la Asabiyya et de cette lutte entre des clans tribaux aux intérêts différents et aux généalogies différentes va se poursuivre pour aboutir en 750 à la chute de la dynastie omeyyade qui va être remplacée par la dynastie d'Al-Abbas. On revient au Banu Hashim, on revient à la famille du prophète un siècle après. Ça, c'est une idée très forte que j'aimerais implanter dans la vision historique de l'histoire de ce qu'on appelle l'islam. Et vous voyez que lorsqu'on dit l'histoire de l'islam, l'islam réfère premièrement à la religion musulmane, il ne réfère pas d'une façon claire au fait que cet islam s'inscrit dans des sociétés qui ne perdent pas, malgré l'existence de l'islam, malgré le développement des enseignements de l'islam et progressivement de la charia dont nous allons parler après, malgré tout cela, ce sont les structures tribales qui vont continuer à commander l'attitude de ce qu'on appellera les acteurs sociaux. Acteurs sociaux, c'est un terme neutre. Voilà, l'historien, il recherche toujours des termes neutres pour ne pas s'engager trop dans une direction ou dans une autre et épouser une ligne politique et religieuse et négliger les autres et désigner les autres comme étant des lignes hétérodoxes qui sont sorties de l'islam, etc. Voilà pourquoi, je répète, qu'il y a deux manières d'écrire l'histoire de l'islam. La manière théologique qui défend une ligne qui s'affirme comme la ligne vraie de l'islam vrai ou du christianisme vrai, comme par exemple les catholiques chez les chrétiens, ou les orthodoxes, ils s'appellent eux-mêmes orthodoxes, voilà le mot orthodoxie, qui revient à l'intérieur du christianisme. C'est exactement la même chose qui se passe pour l'islam. Autrement dit, je suis en train de vous faire comprendre que la référence à une religion ne doit jamais négliger la référence aux structures sociales et aux divergences d'ordre politique qui font évoluer la société, et ces divergences-là vont utiliser des argumentaires, des manières de défendre leur position politique en puisant dans le contenu spirituel, éthique et symbolique de l'enseignement des religions. Je ne prends pas parti.
Je ne vous dis pas celui-ci est supérieur à celui-là. Je préfère cette position à celle-là. Et je ne vous le dirai pas. C'est cela l'exercice intellectuel critique de l'historien. À la prochaine fois. L'islam, hier, demain.